pour ce documentaire de Jean-Charles Degnaud et d'Anna Cabana. La droite a-t-elle tué Nicolas Sarkozy? Et il n'est pas sûr que le documentaire ait épuisé la question, donc on va en parler avec nos invités, puisque est-ce la droite qui a tué Sarkozy, si elle l'a fait d'ailleurs, ou est-ce Nicolas Sarkozy qui a un petit peu dynamité, ventilé, pulvérisé la droite façon puzzle, comme le disait Georges Lautner dans Les Tontons Flingueurs. On va parler de tout ça donc avec nos invités, avec Carole Barjon. Vous êtes journaliste au Nouvel Obs, vous êtes rédacteur en chef adjoint au service politique et co-auteur de Le coup monté avec Bruno Jeudi, qui était quoi? Qui était le récit de la façon dont les choses se sont passées entre Copé et Fillon, c'est ça? Pour la présidence de l'UMP l'an dernier. Avec le coup monté, comme quoi c'était effectivement une opération un petit peu montée. Un peu une manipulation, oui. D'accord. En face de vous, Ludovic Vigogne, vous êtes journaliste à L'Opinion, journal de Nicolas Bétou qui a été créé en mai. C'est ça, quotidien. Thomas Guénolé, vous êtes politologue et vous êtes auteur de Nicolas Sarkozy, chronique d'un retour impossible, avec un point d'interrogation. Donc on ne sait plus très bien si le retour est possible, impossible. Retour impossible parce qu'il n'est jamais parti en fait. Ah, c'est votre thèse? Absolument. Pas la peine de se demander s'il va revenir, parce que de toute façon il est toujours là. On peut pas revenir quand on n'est jamais parti, effectivement. Bon. Il y a Jérôme Sainte-Marie, le président de Polling Vox, qui est un institut de sondage et d'analyse politique, qui nous rejoindra dans un instant. Mais on va commencer avec vous, Jean-Charles Degnaud, puisque vous êtes réalisateur. Vous avez réalisé ce film. Déjà, pourquoi le sujet? Évidemment, parce que c'est Sarkozy, parce que c'est dans l'air du temps, parce que ça s'impose. Oui, parce que c'est Sarkozy, parce que on était tombé sur des archives en 1983, au moment des municipales, avec une petite caméra d'amateur. Ils avaient filmé la délibération au cours de laquelle Sarkozy avait fait main basse sur la mairie de Neuilly contre vents et marées. Et on s'était dit, ce bonhomme-là, il ira loin. Et donc on est parti de ces archives et au vu de la campagne électorale de ce quinquennat, on s'est dit les rapports de la droite avec Sarkozy ont toujours été conflictuels et donc on va analyser ça avec Simone. L'idée elle est venue de Simone Harari, la productrice, et tous les trois avec Anna Cabana, Simone Harari et moi. On a proposé le film. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce enfin que c'est pas vraiment son camp, c'est pas vraiment son clan, qu'il a toujours été une sorte de paria au sein de la droite? C'est un peu comme ça, vous le voyez? Nous avons cette impression-là. Il a d'entrée bousculé les codes. Il avait des problèmes avec son milieu social, avec cette bourgeoisie qu'il n'a jamais acceptée. Et nous, on pense que tout part de là, quoi. Après, il a voulu dynamiter son parti. Il a ce côté bling-bling, ce côté je ne respecte pas les codes, je ne respecte pas le parti. Il dit même à un moment... entre l'UMP et le monastère, je préférerais le monastère parce que là, au moins, il y a de l'espérance. Vous voyez, ça dit un peu le personnage. Bon, et tout le monde a accepté de parler, de participer à ce documentaire, oui. ou il y a eu des refus intéressants? Vous pouvez nous le dire, ça? Oui, Ceux qui n'ont pas voulu. Villepin n'a pas voulu. Pas voulu. Alors qu'il a quand même fait savoir, je ne sais plus quand, qu'il pourrait éventuellement soutenir Nicolas Sarkozy s'il revenait. Voilà, mais peut-être a-t-il dit. Villepin a refusé. Et sinon, dans le clan Sarkozy, tout le monde a accepté de parler. Dans le clan Sarkozy, mais dans la droite en général. Et les Chiraciens, c'était un peu plus difficile. Il y a Saint-Cernin qui a accepté de parler, qui était un Chiracien pur et dur. Mais sinon, les Chiraciens, ils se retiennent, ils sont en deçà de ça. Ils veulent pas trop en dire, quoi. Le clan vraiment pur. Les Chiraciens. Les Chiraciens. Je ne sais pas, un Debray, je ne sais pas s'il est dedans. Non. Il n'est pas dedans. Vous l'avez demandé? Oui, mais ils n'ont pas... Mais vous avez dit, bon, non, c'est pas la peine, pas trop. On fait le mort dans ce cas-là. Bon, vous avez pensé quoi de ce film? Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec la thèse. C'est-à-dire, par exemple, je ne pense pas qu'en 2012, la droite ait tué Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est Nicolas Sarkozy qui s'est tué lui-même. C'est lui qui, après une formidable conquête du pouvoir et une très belle élection en 2007, a déçu et n'a pas eu les résultats escomptés, n'a pas été un président comme le peuple de droite aurait pu l'attendre. Et en 2012, a fait une campagne qui a pu déplaire à une partie de la droite. Bourlange le dit assez bien, hein, les centristes, toute cette bourgeoisie, voilà, qui a pu être choquée par certaines de ces déclarations. Voilà. Après, Carole Barjon. Oui, on va être, les journalistes vont être d'accord. Non, absolument. Moi, je pense qu'il s'est d'abord tué lui-même. Il s'est tué lui-même de plusieurs manières. Le bling-bling, Ludovic vient de le dire. La désacralisation de la fonction présidentielle, que les Français n'ont pas du tout aimé. Le casse-toi pauvre con, des choses comme ça. Il s'est fâché, il ne faut pas l'oublier, avec
un nombre absolument innombrable de catégories professionnelles, les militaires, les magistrats, les chefs d'entreprise. Il a fini sa campagne en disant que ça comptait pas les corps intermédiaires. Hein. Effectivement, ça plaisait pas tout le monde. À la fin. Donc voilà, il a heurté beaucoup de monde, beaucoup de catégories de Français. Donc c'est vrai qu'ensuite, il a eu le sentiment que la droite ne le soutenait pas bien. Il le dit d'ailleurs encore parfois. Je n'ai pas été soutenu. Est-ce qu'il a l'impression d'être un usurpateur au sein de ce parti? Autrement dit, d'avoir fait main sur ce parti et de le diriger à son corps défendant. Est-ce que Sarkozy, c'est un petit peu l'idée qu'il en a? Oui, tout à fait. Président de l'UMP. Tout à fait, je sais très bien. Mais avec le peuple. C'est les militants qui l'ont élu, contre les élites du parti. C'est un peu un ovni dans son parti, Sarkozy. C'est un peu un ovni. Il en a fait une machine à son service quand même. Le terme est un peu fort. Après 2004, il en a quand même fait une machine à son service. Dans la perspective de la présidentielle, il y a plein de Chiraciens qui ont rejoint Nicolas Sarkozy pour la conquête. Oui, mais parce que c'est toujours comme ça la politique. On va vers le plus fort, on le rejoint. On va entendre dans un instant un extrait de M. Raffarin qui nous dit un petit peu ce qu'incarne Nicolas Sarkozy comme droite. Mais d'abord un commentaire sur le film, Thomas Guédonné. Moi, l'idée que Nicolas Sarkozy soit en quelque sorte un usurpateur ou quelqu'un qui va s'imposer contre l'univers de la droite, je ne serais pas d'accord avec ça. Je serais d'accord avec l'idée, qui est quand même implicite, me semble-t-il, qu'on a affaire à un aventurier. À un aventurier de la politique, comme Silvio Berlusconi peut l'être en Italie d'ailleurs. En revanche, il me semble que de 2002 à 2007, Nicolas Sarkozy construit avec un brio qui, moi, m'époustoufle d'un point de vue purement professionnel, indépendamment des opinions politiques, construit une incarnation de toutes les droites. En 2007, il incarne parfaitement toutes les droites, toutes les sensibilités de l'électorat. Nicolas Sarkozy c'est même pas qu'il devient la droite, c'est qu'il devient les droites, dans toute leur richesse, dans toute leur complexité. Droite libérale, droite gaulliste, droite moraliste, on va revenir justement sur les différentes droites dans un instant. Juste un mot avant de vous quitter, parce que vous n'avez pas tranché vraiment dans le sujet. On se demande un petit peu si effectivement il a été victime. On voit bien Chirac qui adoube Hollande dans cette histoire. Mais à part ça, à part cette preuve tangible-là, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a effectivement une conspiration qui a mené à la chute de Sarkozy? Je n'irai pas jusqu'à la conspiration, mais il est pour moi et pour nous clair que la droite n'a pas favorisé Sarkozy dans la campagne de 2012. Ils l'ont laissé perdre. Certains militants ont mouillé la chemise, bien sûr. Ils l'ont regardé se perdre. Ils l'ont regardé perdre, et même certains, dès l'élection du premier mandat en 2007, ils disaient Sarkozy ne fera pas un deuxième mandat au vu des premiers mois de... Moi, j'ai l'impression que l'état-major de l'UMP, pour la victoire ou pour la défaite, ne sert pas à grand-chose. Je vous le dis franchement, j'ai l'impression qu'une campagne présidentielle, c'est vraiment un noyau dur, une équipe très soudée, extrêmement professionnalisée, et autour, vous avez des hommes politiques ou des femmes politiques, c'est pas la question d'ailleurs, qui font du commentaire, qui commentent la campagne, mais qui ne sont pas dans la victoire comme la défaite. Demander à Jérôme Sainte-Marie de nous rejoindre dans un instant, et puis ce procès-là sur le parti qui est derrière et qui le laisse s'aventurer tout seul et perdre, c'est un petit peu le procès qui était fait au PS avec Ségolène Royal en 2007. On a dit aussi qu'elle était allée toute seule et que le parti n'est pas trop soutenu. C'était un peu la même chose. Alors, on va recevoir Jérôme Sainte-Marie. Merci de vos explications. Et on écoute tout de suite Jean-Pierre Raffarin, justement, sur ce qu'incarne la droite sarkozyste. Nicolas Sarkozy, c'est la droite pragmatique. C'est la droite qui bâtit projet par projet, qui construit les alliances en fonction des projets, en fonction des réformes. Ce n'est pas une droite idéologique, ce n'est pas une droite de vocation, ce n'est pas toujours une droite de conviction, c'est une droite d'action, c'est une droite pragmatique. Alors, droite d'action, droite pragmatique. Merci Jérôme Sainte-Marie de nous avoir rejoints. Vous êtes le président de Polling Vox, c'est Institut de sondage et analyse politique, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est à peu près ça. Votre commentaire, vous, sur le film, puisque... On en parlait un instant. C'est un film qui est un peu paradoxal par un aspect. Alors, je ne parle pas là des relations avec l'état-major de l'UMP, mais par rapport à la bourgeoisie, puisqu'au fond, Nicolas Sarkozy a été le président qui a le plus affiché ses liens avec la bourgeoisie. Et quand on regarde le film, on a parfois l'impression que c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui est un hors-caste en quelque sorte. Tous les événements visibles, à commencer par la célèbre nuit du Fouquet's, vont plutôt dans le sens contraire. Je pense que jamais, au contraire, un président de la République n'a à ce point lié son destin à la bourgeoisie française.
française, à la haute bourgeoisie française. Bon, mais il n'y avait pas un côté un petit peu perturbateur, une sorte de rupture qu'il incarnait vis-à-vis d'une droite plus traditionnelle, lui étant effectivement un peu dans le bling-bling, un peu dans le franc-parler, un peu dans... Non, il n'y a pas des choses... On y un peu reviendra, différentes mais ceux qui l'ont abandonné, ce sont précisément les catégories populaires ou les petits moyens, si j'ose dire, qui, eux, sont très attachés au respect de la fonction, au respect du travail, au respect des règles, alors que la grande bourgeoisie, elle s'en affranchit beaucoup plus facilement, Alors, contrairement à la thèse latente du film. Thomas Guenet, je vous ai coupé quand vous étiez en train de m'expliquer un petit peu ce qu'était la droite sarkozyste, ou en tout cas les différentes droites, puisqu'on voit ça d'un point de vue un peu monolithe, mais ce n'est pas le cas. Il y a des droites différentes. Ce n'est pas particulier à Nicolas Sarkozy, hein. C'est juste que la particularité pour moi, c'est ce que je décris d'ailleurs dans un chapitre de mon livre, que Nicolas Sarkozy a pour particularité d'avoir réussi, contrairement à tous ses prédécesseurs comme chef de la droite, à incarner toutes les droites, dans toute leur diversité. Donc moi j'en compte 4 à l'heure actuelle. Il y a la droite libérale, celle qui va vous dire typiquement, je résume bien sûr pour ne pas rentrer trop dans les détails, c'est celle qui vous dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus, par exemple. La sienne. Droite libérale. C'est très identifié dans sa campagne de 2007. Non, c'était son slogan. Il a aussi parlé des autres. La droite gaulliste, c'est la résurrection de la mythologie, de la résistance avec le plateau des Glières, etc. Vous avez la droite moraliste. Et je vous rappelle que Nicolas Sarkozy a parlé de liquider l'héritage de mai 68. C'est quelque chose de très parlant pour cette droite qui est attachée à la cellule familiale, aux valeurs traditionnelles, etc. Et puis vous avez la droite sécuritaire. La droite sécuritaire, c'est celle qui vous dit que les gens comme les Arabes, pour ne pas les nommer, doivent s'intégrer, mais qu'en même temps, culturellement, a priori, ils ne peuvent pas s'intégrer. Donc, vous avez ces 4 droites. Et ça, c'est le ministère de l'Intégration et de l'Identité nationale. C'est le paysage de la droite aujourd'hui. Oui, c'était déjà le cas en 2007. Sur les constantes dans la droite. Oui, vous les retrouvez. Vous aviez Pasqua, Madeleine, vous aviez Séguin, et puis il m'en manque un Philippe de Villiers. Vous avez déjà les 4 droites des années 90. Carole oui, Bargeon, vous êtes d'accord avec ça, avec cette répartition des droites? Nicolas Sarkozy arrive à toutes les incarner. Oui, mais c'est bien pour ça qu'il a gagné en 2007. C'est pour ça qu'il gagne en 2007 et c'est pour ça qu'il perd en 2012. Et c'est pour ça qu'il perd en 2012. Outre le fait qu'en 2012, en 2012, il n'est plus sur 2 pieds comme en 2007 sur le programme, où il était à la fois identitaire et social en 2007, Absolument. et où en 2012, il n'est plus que identitaire. Et il lui manque le pouvoir d'achat et la dimension sociale. Et c'est aussi pour ça que son bilan est décevant. C'est-à-dire qu'on peut incarner ces 4 droites quand on est en conquête, quand on est candidat. Quand on est président, c'est plus difficile. Parce qu'il y a des choses qui sont inconciliables. On ne peut pas être à la fois Merkozy, le président du Merkozy, celui qui fait un pacte avec l'Allemagne très fort, qui dit que nos politiques doivent converger, et en même temps dénoncer l'Europe comme il le fait pendant sa campagne. On ne peut pas être un président qui a des options libérales et faire un pacte avec la CGT comme il le fait au début de son quinquennat, qui sera une de ses erreurs fondamentales. Et je pense que c'est ça sa limite. C'est-à-dire... Quel pacte avec la CGT? C'est-à-dire, il avait, avec Raymond Soubi, l'idée était de dealer toute la politique sociale, toutes les réformes du gouvernement, ce qui a fait qu'il n'a pas eu... Oui, mais c'est pas la droite libérale. Raymond Soubi, c'était son conseiller social. Et donc, il ne peut pas faire les deux à la fois. Et c'est pour ça que c'est un président qui n'a pas eu le bilan qu'il aurait dû avoir. Alors, je vais revenir sur quelques petites fautes originelles, puisqu'on parle de ça, par rapport au fonctionnement de la droite. Est-ce que, dans le fait d'avoir été l'homme qui avait soutenu Balladur contre Chirac, est-ce que ça, c'est une faute qu'on traîne tout le temps, quitte à voir qu'elle ressorte vers la fin, ou est-ce que le pardon existe à l'UMP ? Alors je crois que c'est une faute que l'on traîne longtemps. En fait, on l'oublie très souvent, mais Nicolas Sarkozy a été impopulaire pendant 7 longues années. C'est-à-dire au sein de sa famille. En général d'ailleurs, il était à 20% de popularité. C'est-à-dire que, j'avais un petit peu suivi ça avec ses conseillers de communication à l'époque, et il y avait plein de choses qui étaient tentées. Il retombait toujours à 20%, parce que les gens de gauche ne l'aimaient pas, il était de droite, les gens de droite considéraient qu'il avait trahi. Et ce qui se passe, c'est quand Jacques Chirac, c'est bien montré d'ailleurs dans le film, lorsqu'il fait le choix imprudent, le nommer ministre de l'Intérieur, et à l'intérieur, il multiplie quasiment par 3 sa popularité, sa cote d'avenir à la Sofres, pour être précis, en 6 mois. C'est un phénomène absolument jamais vu, et il passe de 20-25% à plus de 50%, donc ça fait un peu moins de 3 fois, d'accord, mais sur cette période-là. Oui, il est sauvé. Tout ça parce que Chirac ne le nomme pas à Matignon comme il le souhaitait. Oui, donc, en principe, l'intérieur était plutôt une punition par rapport à ce que souhaitait Sarkozy. Et ça va se révéler plutôt un tremplin qu'autre chose. Si je vous parle des sondages, c'est quand même aussi pour autre chose par rapport au propos du film. C'est dire qu'il est bien sauvé par le haut. C'est-à-dire que lorsqu'il est nommé
par le plus haut, c'est-à-dire par Jacques Chirac, là, il a la ressource pour redevenir populaire, mais c'est pas du tout l'opinion qu'il impose en 2002. Il est sauvé par Juppé aussi, quelque part. Oui, mais c'est Juppé qui joue les entremetteurs C'est avec l'appareil Chirac qui pour sauve, qu'il en revienne fait. au gouvernement. Bon. Ça, je veux dire. Et pendant la campagne, on voit que toute la droite est rassemblée derrière lui, y compris Bernadette, qui vient l'adouber. Ah oui, tout le monde, oui, bien sûr. Quand il s'agit de gagner, nécessité fait loi, vous savez. Non, mais même au-delà, avant même le résultat. Enfin, il a réussi quand même. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il a intégré la famille, je dirais presque RPR? Est-ce qu'il est adoubé? Est-ce qu'il est reconnu? Ou est-ce qu'il y a toujours cette espèce de trace qui reste? Non, je pense qu'en 2007, l'épisode Balladur est quand même effacé. Ça a pris du temps, mais c'est effacé. C'est comme Chirac qui trahit Chaban. Ça prend du temps à être oublié, mais malgré tout, au bout d'un moment, tout ça s'efface. Bon. Et puis en 2007, c'est vraiment le vainqueur. C'est vraiment celui qui va remporter une victoire éclatante. Faut pas oublier quand même, il est élu avec un score incroyable. Il fait un début de quinquennat époustouflant. Je veux dire, à l'automne, il est ultra populaire. Vous avez une de l'Express qui est le titre « Pourquoi il fascine tant ?» Et c'est vrai que même à gauche, en 2007, il crée une ferveur. Alors, autre petit péché peut-être originel, vous me direz si c'en est un, il y a cette pratique de l'ouverture au début. Très large, y compris quasiment à gauche, au point que Devedjian lui-même dit que ça serait bien qu'il pratique l'ouverture à l'UMP. Jusqu'au Sarkozy. Jusqu'au Sarkozy. Il a eu le prix humour et politique, je crois. Mérité. Oui, Mérité. d'ailleurs. Oui, alors ça, est-ce que est-ce que ce sont des choses qui peuvent ressortir plus tard? Je parle de ça dans l'explication possible de la défaite de 2012 après. Ah bah, il est clair que l'ouverture en 2012, ça reste toujours pas digéré et c'est toujours pas digéré aujourd'hui. Moi, j'ai fait cette semaine dans l'Opinion un article pour raconter que il y a 15 jours, Sarkozy est allé rendre hommage à Chaban à l'Assemblée nationale et puis il a réévoqué l'ouverture. Il a redit que l'ouverture était quelque chose de nécessaire. Et ben, il y a eu, à la suite de ça, un afflux de mails très critiques au siège de l'UMP de la part des adhérents, très, très choqués par ce retour. L'ouverture, ça suffit, oui, maintenant, parce restons entre nous. que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais pardonné. Et il ne faut pas oublier que les Kouchner, les Amara, les Hirsch ont après appelé à voter en 2012 François Hollande. Et donc c'est quelque chose qui n'a jamais été digéré par le peuple de droite. Oui, il faut aller plus loin, je crois. Enfin, il faut y aller même radicalement. C'est-à-dire, Nicolas Sarkozy est élu en 2007 grâce à un transfert massif de voix du Front National. C'est tout le sens de la campagne. Et pour y avoir un tout petit peu participé, j'ai assez bien suivi la chose. Donc, ces gens-là... Il y a eu aussi des voix de centre-gauche quand même. Non, mais il y a eu des voix... Oui. Il y a eu une majorité, hein, si vous voulez, oui, à la bien fin. sûr. Mais enfin, quand même, ce qui se 54, passe c'est dès pas le que premier des tour, transferts c'est qu'il du FN. réussit à transférer le tiers des voix du Front National. Oui, Il ça, fait un je peu l'opération conteste pas. Mitterrand par rapport au Parti communiste. Alors. Donc, ces gens-là n'ont pas voté pour une ouverture qui est d'abord sous le signe, disons-le, de la diversité. C'est-à-dire que là, on a des personnages qui semblent arriver tout droit d'un univers, la SOS Racisme. Kouchner, qui est l'incarnation de l'esprit 68 en politique, c'est totalement incohérent Donc, vous dites par qu'il a rapport fait un contre-pied énorme à au son sens électorat. même de la c'est ça campagne. Et c'est ces gens-là qui vont l'abandonner et qu'il ne retrouvera pas en 2012. Une des causes fondamentales de l'échec de 2012, c'est qu'il retrouve toute la droite, mais il ne retrouve pas toute l'extrême droite. Je suis pas d'accord avec Même ça. analyse? Oui. Ça se fait. D'ailleurs, il le dit lui-même. Hein, c'est Marine Le Pen qui l'a battu. C'est pas forcément Alors, François on Bayrou. va C'est écouter un Marine deuxième Le extrait. Pen. Cette fois-ci, on va revenir toujours sur ce documentaire avec Laurent Wauquiez, cette fois-ci, droite sociale, qui lui nous raconte effectivement que la droite, dans tout ça, n'y retrouvait pas forcément ses petits. Je crois qu'en tout cas, ce qui est très clair, c'est que la droite et la majorité politique qui était autour de lui n'a pas toujours clairement compris et vu les chemins où il nous emmenait. Et il a sans doute manqué à côté de lui quelqu'un qui pouvait restituer la cohérence de sa pensée, parce qu'il nous a manqué de ce point de vue. C'était ce que François Mitterrand avait su mettre à côté de lui. C'est quelqu'un qui soit là pour rééclairer le fil rouge qui existe. Ludovic Vigogne, est-ce que ce pragmatisme de Sarkozy, dont il a fait part, montre depuis le début, avant son élection et au début de son quinquennat, est-ce que ça a effectivement perturbé les gens, semé le doute, introduit la zizanie? C'est évident qu'il y avait forcément des contradictions, on ne peut pas tout incarner à la fois. Et deuxièmement, il y avait l'hyper-présidence, c'est quelque chose aussi qui a touché ses limites. C'est-à-dire, à force de vouloir tout faire, d'être le premier avocat de sa politique, de vouloir suppléer à ses ministres, de commander ses députés. Voilà, il y a eu les limites, c'était aussi les limites d'un système. Je dirais qu'en fait, il ne faut pas oublier que le pragmatisme, il a été précisément, je pense, élu pour ça. Il ne faut pas oublier qu'entre 2002 et 2007, Nicolas Sarkozy est vraiment le ministre du quotidien, du concret, c'est le ministre de l'actualité, il réagit sur les faits divers, sur la vie quotidienne, sur tout ce qui touche les gens de très près. Et au fond,
il est, je dirais, il est président, il est mort de ce qu'il avait fait au fond vivre pendant qu'il était ministre de l'Intérieur. Parce qu'il a continué à être un peu ministre de l'Intérieur. Or, la présidence de la République, je veux dire dans la méthode, hein, dans la méthode. Ça veut dire que ses troupes pourraient préférer retrouver vraiment quelqu'un de droite, clair, bien délimité, plutôt que de quelqu'un qui était comme ça pragmatique et prêt. Oui, et puis qui réagit comme ça à tout, etc. Et ça, c'est pas forcément l'image que les Français avaient d'un président. Pas d'accord. Non, pas d'accord. Pas d'accord. Non, effectivement, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose... En fait, il y a eu une erreur, pour moi, majeure dans la campagne électorale de 2012, qui a été de traiter le vote anti-système pour l'extrême droite comme un vote d'adhésion au programme et aux idées du Front National. Et donc de faire campagne, mais avant ça de récupérer une par une les idées du Front National pendant le quinquennat. Ça a été fait progressivement par Nicolas Sarkozy et de plus en plus fort, jusqu'à en 2012 faire une campagne sur ce qu'on a appelé la ligne Buisson et qui est juste, par rapport aux familles de droite dont je parlais tout à l'heure, c'est juste faire campagne principalement et prioritairement sur la droite sécuritaire. Si ça marchait de faire ça, Marine Le Pen n'aurait pas pu, c'est une impossibilité logique, atteindre 18-20%. C'est juste pas possible. Il y a une erreur. On va chercher le Front National sur ses idées alors qu'en fait c'est simplement un rejet de la part des électeurs. Exactement. Et en 2007, quand Nicolas Sarkozy parvient à siphonner les voix du Front National, de mon point de vue, c'est parce qu'il arrive à incarner la fameuse rupture par rapport au système, qui n'a rien à voir avec le fait d'adhérer au programme du Front National. Attendez, excusez-moi, je termine juste le raisonnement. C'est juste pour dire que ensuite, vous vous retrouvez du coup avec une campagne où vous avez quand même votre socle électoral que vous avez gardé malgré tout, et en partie un vote captif, le vote de centre-droit, qui n'a pas voté par adhésion à la ligne Buisson, ça se saurait. Et derrière, vous avez fait basculer l'extrême centre, non seulement le centre-droit pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, pendant tout le quinquennat. Pourquoi il y a des défaites successives de l'UMP de plus en plus ? Sauf aux européennes parce qu'il n'y a qu'un seul tour. C'est parce que l'électorat de centre-droit s'abstient de plus en plus, c'est parce que l'extrême-centre commence à voter à gauche. Et en 2012, au second tour, l'extrême-centre vote à gauche, alors que d'habitude, ils s'abstiennent ou ils peuvent voter à droite. Non, là, vous utilisez des catégories politiques, vous plaquez des catégories politiques sur l'opinion qui n'existent pas réellement à la tête des gens. Les Français ne vivent pas... expert de la tête des gens. Non, les Français ne vivent pas comme dans un sondage, si vous voulez. Donc là, nous, on a des catégories... des sondages. De proximité partisane. Mais en réalité, si vous voulez, ce qui se passe durant ces années-là, c'est d'abord que les catégories populaires, c'est elles qui foutent le camp très rapidement, dans les premiers mois, quand elles voient que sur le pouvoir d'achat il ne se passe rien et que tout ce qui se passe, c'est l'augmentation du salaire du président. C'est ça qui choque profondément les gens. Par ailleurs, pour la campagne de 2012, ce qui est frappant quand même, c'est qu'en 2012, contrairement à 2007, les sympathisants de centre-droit, les électeurs de François Bayrou, en 2012, ils se reportent majoritairement sur Nicolas Sarkozy, alors qu'ils se reportaient majoritairement sur Ségolène Royal. Vous mélangez des électorats qui ne sont pas les mêmes. Le centre-droit et l'extrême-centre, ce n'est pas la même chose. Le centre-droit n'a pas été effarouché par la question de l'immigration. L'extrême-centre, c'en est une autre. Attendez, revenons à des choses un petit peu accessibles pour nous qui ne baignons pas dans ces détails de la politique à longueur de journée. Quand même, parce que moi je parle de cette radicalisation, de cette ligne Buisson, de cette orientation qui a été celle de Nicolas Sarkozy pendant sa campagne. On en a, Dieu sait, beaucoup parlé. C'est quoi? C'est une erreur? C'est une façon d'aller essayer de récupérer ces gens qu'il a perdus? C'est quoi? Alors, ce qui se passe de curieux pendant la campagne de 2012, c'est qu'il revient sur une ligne, le Buisson, enfin, que vous appelez la ligne Buisson, qui manque, elle aussi, de résultats. C'est ça le problème, c'est que ce n'est pas tellement les propos, l'intensité des propos qui choquent, c'est le fait qu'on se dit, mais alors sur l'immigration clandestine, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que sinon, ce qui se passe durant cette campagne, c'est un rapprochement des scores de François Hollande et Nicolas Sarkozy d'une rapidité et d'une force incroyable. Rappelons que tous les sondages, je suis bien passé pour en parler, ont donné une avance considérable à François Hollande, et finalement, ça s'est passé pas à grand-chose. Mais ça se joue toujours à pas grand-chose, monsieur. Pas en 97. Sur cette ligne Buisson dont on parle et cette radicalisation de la ligne Sarkozy. C'est quelque chose effectivement qui a eu des limites. Ça a produit incontestablement une très forte remontée. Ça a permis à un électorat de droite de se remobiliser vraiment. Mais en même temps, ça n'a pas suffi parce qu'on ne peut pas non plus être un président sortant et incarner la rupture avec le système. Le système, vous l'incarnez par définition. Vous avez été président de la République pendant 5 ans. C'est impossible à faire. Et donc, c'est à un moment donné, il ne pouvait pas aller plus loin que là où il est allé. S'il y avait une incohérence qui était plus tenable.
Est-ce que ça veut dire que s'il n'avait pas choisi de tirer encore plus à droite, mais revenir un peu plus au centre, il aurait pu faire un meilleur score, vous pensez? Mais en tout cas, il a essayé plein de choses. 3 mois avant, c'était le président Courage. C'était le président qui, enfin, disait on va augmenter la TVA, on va faire la TVA sociale, on augmente la TVA de 3%, les accords de compétitivité dans toutes les entreprises. Voilà, il avait essayé une autre ligne, encore quelques mois plus tard, qui n'avait pas produit ses fruits dans les sondages. Et donc, tout de suite après, il en a changé. Je ne sais pas si ça aurait suffi, honnêtement, parce qu'il y a une chose qu'on oublie un peu, là, c'est quand même la crise. Je veux dire, c'est quand même... De 2008. Bah oui, en 2008, Wouf, il se prend ça quand même comme une grande soufflante. À partir de là, on le sait bien, hein, tous les dirigeants européens ont été battus. Il n'y a qu'Angela Merkel qui a finalement été réélue. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où il avait été élu en 2007 sur des promesses, et notamment du pouvoir d'achat, il y a eu une déception. Et donc c'est là où je rejoins Jérôme Sainte-Marie, c'est que ce sont les résultats qui sont en cause. Bon. D'où la montée du Front National. Les résultats et moins cette ligne. Je veux dire, on ne saura jamais si en étant plus au centre, il aurait gagné cette élection. On ne le saura jamais. C'est le problème de ces trucs-là. On ne peut jamais rejouer le match. Non, mais c'est vrai. Vous vous dites, est-ce que dans son gouvernement, dans la droite, dans son équipe de campagne, il y a des vraies oppositions par rapport à cette ligne-là? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, c'est qui les camps? Clairement, dans la campagne, il y a des gens qui sont un peu heurtés par le discours sur les corps intermédiaires, par le discours sur les médias, par les clins d'œil très appuyés à Marine Le Pen. Oui, il y a les Raffarin, les Fillon, les Juppé, effectivement, et ils sont un peu gênés. Il faut se souvenir aussi du fameux clip de l'entre-deux-tours où on voit le panneau douane, frontière en arabe. Enfin, voilà, il y a des petites images qui choquent quand même beaucoup de monde. Ça bloque. Alors écoutons un petit peu justement ce que dit... Même Henri Guénaud. C'est vrai hein. que ce clip-là est gêné. Gaulliste, qui a été choqué par même Henri Guénaud, qui en 2007 était d'accord avec Buisson pour la transgression, ce qu'on a appelé la transgression, sur la création d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Alors, Roselyne Bachelot, elle est dans la campagne, très impliquée dans cette campagne, et là, ça sent un petit peu la veillée funèbre, cette histoire. On est tout à fait à la fin de la campagne. Et il y a une réunion de motivation. Il nous tient un discours effectivement très tonique, très allant, mais aussi très à droite. Et avec Alain Juppé, en sortant, on se regarde et on se met à discuter. Et on dit tous les deux, on va dans le mur, on va pas gagner avec cette stratégie-là. Elle nous choque à la fois sur le plan de nos idées, de nos convictions. Mais Alain me dit, oui, on va dans le mur, mais on peut pas le dire. On regarde la pièce se jouer comme une sorte de catastrophe annoncée, mais contre laquelle on ne peut rien. Alors là, on est au terme de la campagne, ça vous fait réagir. Parce qu'on revient à la question initiale du film qui était posée au départ, c'est-à-dire est-ce que la droite a tué Sarko, est-ce que lui-même s'est tué, est-ce qu'on l'a simplement laissé y aller seul, en le regardant se prendre la vague tout seul, ou est-ce que lui-même, encore une fois, a fait une campagne seul, délibérément, parce qu'il pensait qu'il n'avait pas besoin de son parti et qu'il l'a pris dans la figure. Roselyne Bachelot le dit assez clairement, elle dit bien, ils ne sont pas forcément tous d'accord, il faut dire que la fin de campagne est quand même, je ne vais pas dire délirante, mais enfin, elle est tout à fait originale. On parle de la viande halal tout le temps, hein, par exemple. C'est quand même très curieux. Et donc, on a des choses comme ça, beaucoup de gens sont quand même un peu heurtés, on le serait à moins, mais en même temps, elle le dit, ils ne disent rien. Ils ne disent rien parce que déjà, la question a été posée bien avant la campagne, via notamment des sondages. On a dit aux gens, est-ce que, si on a testé d'autres personnes pour savoir si un autre leader à droite s'imposait. Et systématiquement, les sympathisants de droite nous ont répondu Nicolas Sarkozy. C'est le seul. Bon, c'est le seul aujourd'hui encore, parce que la question c'est la droite dans quel état il l'a laissé derrière lui. Est-ce que, je disais en faisant référence au tonton flingueur et par hommage à Lautner, est-ce qu'il l'a complètement pulvérisé, azimuté la droite façon puzzle et ventilé, ou est-ce que, elle est comment la droite aujourd'hui? Moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que la droite, donc on le disait au début de cette émission, n'a pas tué Sarkozy pendant sa campagne, parce que là, voilà, c'était lui-même le candidat qui avait fait un certain nombre d'erreurs. En revanche, je pense que la droite a essayé de le tuer après la défaite. Pour s'en débarrasser. Exactement. Voilà. Et que là, elle n'y est pas du tout arrivée, puisque là, on voit que pas mal de conditions, il faut être prudent, mais pas mal de conditions sont réunies aujourd'hui
pour un retour Donc là, de Sarkozy sur la scène votre politique. livre, c'est la façon qu'aurait eu d'instrumentaliser Copé par Sarko, non, c'est ça? Dans la bataille Copé-Fillon pour... Non, c'est pas tout à fait ça. Hein. Je veux dire, Sarkozy, disons, ne défend pas Fillon et laisse faire, si vous voulez. Mais il regarde ça en se disant qu'au fond, les deux sont en train de s'entretuer. Et que ça prouve quoi? Ça prouve qu'il n'y a pas de chef incontesté et de leader charismatique à droite. Je dis que c'est ce qu'il pense. Hormis lui, je crois qu'il a fait plus que laisser faire. Bien sûr. Hormis lui. Quand même. Bien sûr. Vous dites quoi là-dessus? Je dis La droite aujourd'hui. J'avais lu en fait votre livre en écrivant le mien pour ne rien vous cacher. Il y a un chapitre donc où je parle de cette guerre-là. Et de mon point de vue, Nicolas Sarkozy a fait plus que les laisser s'entre-déchirer. Pour moi, le duel Copé-Fillon, c'est déjà un duel Sarkozy-Fillon. Et Nicolas Sarkozy empêche François Fillon de prendre le parti par Jean-François Copé interposé. Voilà. Et il me semble d'ailleurs, moi c'est ce que j'avais compris en lisant votre livre. Ah quand même. Et ça me fait votre théorie, vous me dites non. Ce qui n'est pas la même chose. Voilà, c'est pour ça que je précise ça. Et ça me rappelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne met pas la main. Il ne met pas la main. Ah, il ne met pas la main dans le cambouis directement, mais un certain nombre de lieutenants de Nicolas Sarkozy, de la garde rapprochée, sont intervenus en première ligne pour faire passer Copé. Aujourd'hui, dans quel état Elle est en très mauvais état à la tête, elle est en meilleur état à la base. Hein. Je veux dire, c'est un parti qui gagne les élections partielles, qui, je pense, gagnera assez largement les municipales, qui est resté très mobilisé. Le peuple de droite, aujourd'hui, a envie de revanche. À la tête, c'est plus compliqué. On l'a dit, il n'y a aucun leader qui s'est imposé. Et vous avez même des gens qui ont connu depuis une descente en enfer. Hein. Copé est aujourd'hui il y a un sondage incroyable, vous voyez ça, également. un sondage qui dit que chez les militants, chez les sympathisants, il est à 1%. Oui, pour 2017. Oui. 1%. Quand Sarko est à 60, exact, 63. 63, 60 sur le dernier sondage là, Fillon à 7, c'est ça, à 13, non, Juppé à 13, Fillon à 7, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le leader, 16 mois plus tard, qui reste en course, c'est Nicolas Sarkozy, voilà, et c'est pour ça que le retour se profile à grands pas. Donc le retour, à votre avis, il est déjà en route? Oui, non, ce qui rend les choses un peu compliquées, c'est qu'il faut quand même rappeler que la droite a perdu toutes les élections depuis 2007. Je crois même qu'elle a perdu le Sénat, donc c'est vous dire. Donc on a quand même les cadres du parti, d'ailleurs ça pesait aussi pour la campagne de 2012, ils soutenaient quelqu'un qui leur a fait perdre toutes leurs positions, notamment locales. C'est quand même pas rien, c'est pas un chef de guerre particulièrement valeureux, en tout cas pour les autres. Mais par ailleurs, la campagne, et notre débat tout à l'heure le prouve, n'a pas permis de trancher sur qu'est-ce qui fait gagner et qu'est-ce qui fait perdre. Le débat, en réalité, reste totalement ouvert. Entre, pour faire simple, Lune Bisson ou pas Lune Bisson, radicalisation ou pas radicalisation, pour simplifier, aller vers la droite ou aller vers le centre, c'est ça. Et par ailleurs, Nicolas Sarkozy a certes été battu, mais en même temps, il a été beaucoup moins qu'annoncé. Donc, ce qui fait qu'on reste comme ça un petit peu dans la crise, parce que c'est pas clairement tranché par cette élection. Donc, vous dites... Lune Bisson, c'est depuis après 2007, et c'est depuis après 2007 que la droite paume toutes les élections. Je sais bien qu'on enseigne en statistique que la corrélation n'est pas nécessairement une causalité, mais quand même la coïncidence est un peu troublante. Alors, sur ces leaders, vous dites là, le socle existe, le socle a soif de revanche et veut faire entendre sa voix, etc. Les leaders, alors ils sont où ces leaders? Parce qu'on dit, c'est quoi le leadership? On dit à Sarkozy, toujours. On voit qu'ils sont tous en balade, là, les Fillon, les Bertrand, les Wauquiez, etc. Ils sont tous en train de faire des tours de France pour se rapprocher du peuple, c'est ça. C'est la grande mode en ce moment. Bah oui, mais c'est parce que comme l'UMP a décidé d'instaurer un système de primaire, évidemment, ça les rend tous fous, et donc ils ont chacun leur écurie, donc ils font chacun leur petit tour de France pour parler aux Français, comme ils disent, et voilà, et donc ça aiguise la concurrence. Parce que Sarko, il fait aussi un tour de France avec Carla Bruni interposée, hein. Il y a ses concerts, il est là, tout le monde applaudit, enfin il y a une espèce de campagne virtuelle qui se poursuit comme ça. Tout à fait, mais c'est pas exactement pour les mêmes raisons, on va dire. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment le système des primaires qui induit, si vous voulez, la création d'écuries personnelles, et chacun pense pouvoir concourir. Bon, peut-être que là, si le retour de Sarkozy s'impose un peu d'évidence, ça va calmer un peu les ardeurs. Ils ont tous en tête le modèle Hollande. C'est-à-dire, en 2008, Hollande commence ça, un tour de France, monte sa petite boutique, est plus beaucoup présent dans les médias nationaux, mais il tourne, et puis à un moment, il récoltera les fruits, il profitera aussi du hasard, du sort. Alors là, certains autres se disent aussi que Nicolas Sarkozy va revenir, mais qui sait, voilà.
Qui sait si ça marchera, quelle sera la réaction des Français. Ça reste très incertain tout cela. Et donc tout le monde se dit qu'on tente sa chance. Je crois en plus ils ont intérêt à être extrêmement prudents et finalement on les voit assez peu actuellement parce qu'on est quand même à 6 mois de 2 scrutins très difficile. Si on parle de la crise de l'UMP, on n'a encore rien vu à mon avis, parce que lorsqu'il va y avoir des triangulaires pour les municipales, lorsque la question va se poser de savoir si on accepte de perdre des villes importantes, quand je dis on, c'est l'UMP bien entendu, parce qu'on refuse de s'allier avec le Front National, ou bien si on en perd d'autres parce qu'on accepte de s'allier avec le Front National, eh bien là, la tension va devenir extrême. Et derrière, on a en plus des européennes qui ne sont pas forcément, comme d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'a prouvé, donc le sont juge pas forcément de des paix, élections ça va faciles. être le Front National une fois de plus, c'est ça? Pas tout juge de paix, ça pose un problème qui n'est pas résolu. Ce sera le résultat des élections, ce sera un juge de paix. Il est évident que si les municipales et les européennes sont bonnes, vous aurez un Jean-François Copé qui va triompher, et ce sera moins simple pour Nicolas Sarkozy de revenir en sauveur de son camp, si son camp va bien. En revanche, s'il y a un vrai problème avec le Front National, si le Front National est... Un petit jeu justement, et vous me direz si vous y croyez ou pas. Copé, aussi impopulaire que ça dans son propre camp, est-ce que vous croyez? Lui, il croit à ses chances toujours. Vous y croyez? Oui, non, non, oui, non, non, non. Non, il est très abîmé aujourd'hui. Et la seule chose qui pourrait le rehausser son image, c'est l'action, c'est un ministère, c'est d'être Sarkozy en 2002 à Beauvau. Sauf si François Hollande dissout et le nomme à Matignon, ce scénario a peu de chances de voir le jour. C'est très difficile, même pour Copé, c'est très difficile. En même temps, il faut bien voir que c'était très difficile pour Jospin en 93, il était mort, c'était pas facile non plus pour Hollande il y a juste 5 ans. Il y a toujours les belles surprises des campagnes. C'était enfin pas facile pour Nicolas. C'est rarement ce qu'on prévoit qui se produit. Pour Nicolas Sarkozy, qui encore une fois est resté très impopulaire pendant très longtemps. C'est vraiment l'image de la triche qui lui pose problème. Hein. D'accord, Fillon. C'est ça qui pose. Fillon qui a laissé filer l'UMP, est-ce que lui... qui a laissé filer de Paris. Fillon est lui aussi sorti assez abîmé de la crise pour la présidence de l'UMP. Bon, il a un statut d'ancien Premier ministre, il avait l'estime des Français, il a gâché pas mal de son capital avec des sorties de route là depuis la fin du mois d'août, il a fait ce qu'on appelle en communication une rupture d'image, et ça c'est très difficile à rattraper. Donc Fillon, c'est vraiment l'homme qui loupe les coches, c'est-à-dire en 2012, c'était pour lui. Voilà. C'était normalement lui qui devait devenir le patron. Il n'est pas devenu. Quand vous loupez un tel coche, c'est difficile après de rattraper le coup. Juppé, le recours, Bordeaux. Quand vous êtes prêt à être candidat à condition que tous les autres se désistent en votre faveur, il y a déjà un problème de détermination, je dirais. Quand même. C'est-à-dire qu'Alain Juppé était prêt à aller à la présidence de l'UMP. Recours, ça marche pas en France. Attendre que la France vienne nous chercher, ça marche pas. C'est au-delà du recours, c'est je suis prêt à être président de l'UMP si tous les autres poids lourds se désistent en ma faveur pour une présidence il a tellement pris la figure qu'il n'a plus envie de retourner au front si c'est pas un peu balisé, c'est ça? Sur le papier, Juppé, c'est vrai que c'est un personnage qui semble avoir, encore une fois sur le papier, pas mal d'atouts dans sa poche. Il va être réélu au premier tour à Bordeaux très probablement. Il incarne maintenant un courage, notamment à la fois parce qu'à cause de la réforme des retraites, mais également par rapport à son sens du sacrifice par rapport à Jacques Chirac, la loyauté absolue, l'homme d'État. Et enfin, je rappellerai juste, et pas du tout de méchanceté par rapport à son âge, mais qu'il y a 15 millions de retraités en France, que ces gens-là adorent les gens qui réforment les retraites, et ils adorent... Donc, être un peu âgé, ça va devenir un atout. Ils ne seront pas forcément troublés. Encore une fois, les retraités, c'est quasiment la moitié du corps électoral. Alors, attendez, justement, les outsiders, là, les Wauquiez, les Bertrand, voire NKM, une petite chance ou c'est des tours de chauffe en attendant le tour suivant? Tour de chauffe. Oui, alors après, moi je dis toujours la même chose. Bertrand, il dit qu'il y croit. On est en décembre 2003. Ils veulent tous être Manuel Valls. Oui, ou Montebourg. Et puis en même temps, ils se disent aussi en décembre 2003, on aurait été là et moi j'aurais dit ce sera Ségolène Royal en 2007, vous auriez tous ri. Donc aujourd'hui, on sait plus ce que c'est la vie politique, ça va tellement vite. On joue à l'UMP, ce qu'il n'a pas l'habitude de jouer d'ailleurs, les primaires, comme étant effectivement un facteur déterminant de positionnement dans le parti, c'est ça? Les primaires, oui, pas forcément, parce qu'avant il y a quand même l'élection du président de l'UMP. Et je rappelle que quand on tient le parti, s'il y a une tradition très très ancrée à l'UMP et avant au RPR, c'est de prendre les statuts et de les mettre à la poubelle quand vous avez la main sur le parti. C'est quand même un truc très courant. Dans le jeu, donc les primaires, c'est pas fait. Et est-ce que c'est primaires fermées ou primaires ouvertes? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les adhérents de l'UMP qui votent ou est-ce que c'est n'importe qui passe la porte d'entrée en signant une déclaration? Encore une dernière question. C'est pas le même électorat. Nicolas Sarkozy, alors, retour par retour. Le retour est fait, il va revenir, il a des chances, il est toujours très haut dans l'estime qu'il a auprès de ses militants. Alors, moi, je crois que oui. Je crois que oui. Vous pariez oui. Vous dites Sarko oui. Je pense qu'il va revenir, qu'il veut revenir, ça. Tout le monde le sait. C'est pas un secret, tout le monde le sait.
Je pense qu'il va le faire parce que honnêtement, la situation actuellement correspond aux conditions qu'il avait lui-même définies dès après sa défaite, c'est-à-dire effondrement de Hollande, dans les sondages en tout cas. Je parle au tenté, effectivement, dans 3 ans, la situation sera peut-être différente. Mais pour le moment, voilà, effondrement de la droite, ou en tout cas une droite en miettes, on y est, on vient d'expliquer qu'ils n'arrêtaient pas de se disputer tous, et une assez forte poussée du Front National, on y est aussi. Donc moi je crois à ce retour. Après, la question pour Sarkozy, c'est est-ce qu'il gagne à l'arrivée, dans un second tour. Et ça, un mot. Oui, je crois que François Hollande a largement effacé l'ardoise de Nicolas Sarkozy dans l'esprit des Français et que celui-ci peut très certainement revenir. Sarkozy, c'est l'homme de la conquête. C'est un candidat, c'est le meilleur des candidats. C'est celui qui sait faire des campagnes époustouflantes. Il a un génie tactique, il a un sens de la com que personne d'autre n'a. Et c'est celui que la droite aime. La droite aime le candidat Sarkozy. Elle est plus partagée sur le président Sarkozy. Là, s'il récupère l'étiquette du candidat, c'est beau pour lui. Alors, le retour du Bonaparte? Comme je vous disais, pour moi, il n'est jamais parti, donc la question ne se pose même pas. Il n'a jamais quitté la vie politique et il est simplement en pré-campagne permanente. Il s'exprime juste par brise-sorte-feu interposé, mais Nicolas Sarkozy est déjà en campagne. Donc pour moi, la question de savoir s'il va revenir... avec d'autres leaders qui s'agitent un petit peu en vain, si je vous comprends bien. Oui, absolument, bien sûr. Parce que le chef va revenir, c'est ce que je comprends. Non, parce que le chef n'est pas parti. Le chef n'est pas parti. Merci beaucoup. Merci pour nous avoir éclairé sur est-ce que la droite a tué Nicolas Sarkozy. Visiblement, non, si j'ai bien compris. Bon, voilà, même s'il a peut-être perdu une campagne tout seul. C'est ce que je retiens de tout ça. Merci à vous, merci à Aurélie Dafas qui a préparé ce débat. Je vous rappelle notre adresse internet et puis je vous dis que la semaine prochaine, vous retrouverez Claire Barsac pour un débat sur les femmes SDF et Dieu sait si elles sont de plus en plus nombreuses.